2030, un réseau d'itinéraires de rang national qui est en train de se structurer, de se développer. À terme, ce sera plus de 23 000 km de véloroutes de rang national qui vont être aménagés sur l'ensemble des territoires, dont un tiers en itinéraire Eurovélo. Donc on y reviendra un petit peu après, l'itinéraire Eurovélo. Vous en avez un qui est très structurant sur votre territoire, c'est l'Eurovéloroute numéro 3, la Scandibérique. Ces Eurovélos, aujourd'hui, c'est un peu entre guillemets, les autoroutes du tourisme à vélo. C'est horrible de parler d'autoroute quand on parle de slow tourisme, mais c'est vraiment les axes forts qui sont les marqueurs de territoire les plus structurants. Donc un tiers de ce réseau national constitué de grands itinéraires européens. Aujourd'hui, je vous parlais de l'horizon 2030, on est à peu près à 62% de réalisation de ces grands itinéraires nationaux à l'échelon français, dont 80% pour le réseau Eurovélo. Donc tout l'intérêt de capitaliser sur ce réseau Eurovélo, il avance un petit peu plus vite, il démarre plus vite, il est aménagé plus vite, et en général, en termes de fréquentation de tourisme de clientèle, c'est aussi ces itinéraires-là qui font la différence. Alors, quelques cartes pour illustrer. Sur la carte à gauche, pour vous, vous avez l'offre de tourisme à vélo au niveau national avec quelques grands itinéraires forts que vous connaissez. Pour certains, la Loire à vélo, la Vélodyssée, la Via Roma, entre autres. Et puis, pour vous remettre en contexte sur le réseau Eurovélo, donc vous voyez sur la carte qui est à droite, vous avez, aujourd'hui, on a 15 itinéraires Eurovélo, donc de rang européens qui sont en train de se structurer. Ce qui est très important en France, c'est que sur ces 15 itinéraires, on en a 8 qui passent par la France. Donc on a vraiment une situation centrale. Donc, au cœur de l'Europe, ça c'est pas nouveau, mais par rapport à ces grands itinéraires vélo, on a la chance d'en accueillir plus de la moitié. Donc un axe fort. Alors je vous parlais justement de ces grands itinéraires. Ce qui est intéressant quand on regarde un petit peu les itinéraires qui décollent le plus et qui sont les plus structurés et qui aujourd'hui accueillent le plus de clientèle, c'est des itinéraires qui aujourd'hui ne sont pas seulement une infrastructure. Christian Mantelli en parlait tout à l'heure. On a bien évidemment une infrastructure de qualité qui est présente, mais également toute une offre autour qui est développée. Et on va encore plus loin, on a un habillage marketing autour avec un nom, un logo, une identité, une thématique. Vous voyez, je vous ai mis quelques petits logos ici. La Vélodyssée, c'est pas seulement l'Eurovéloroute numéro 1, c'est la Vélodyssée. La Loire à vélo, c'est pas uniquement l'Eurovéloroute numéro 6, mais c'est la Loire à vélo. Voilà, il y a la Vélocénie, l'avenue verte Londres-Paris, où là, pour le coup, on a mis les deux noms des capitales fortes, Londres-Paris, on a tout dit avec ce nom-là. La Seine à vélo, la Vélo française, le Tour de Bourgogne. La Via Rona, c'est intéressant aussi, puisqu'on était sur la Véloroute numéro 60, qui finalement est devenue la Via Rona, le long du Rhône. Voilà, le nom et le logo disent aussi tout. Ce qui est intéressant, pourquoi je vous parle de ça, c'est qu'en fait, finalement, pour faire décoller un itinéraire, pour le faire un petit peu vivre, ce qui est intéressant, c'est de le mettre en musique, et surtout de créer toute une thématique, une identité, de raconter une histoire autour de ça. Et c'est pas uniquement une infrastructure. L'infrastructure ne fera pas tout. L'offre de services est bien évidemment très importante autour, elle est fondamentale, parce que comme disait Christian Mantelli, on est sur une économie de l'offre aujourd'hui, et encore plus sur le slow tourisme. Mais en plus de cette économie de l'offre, on a aussi tout un imaginaire à créer, à inventer, pour rendre cette approche, pour donner du sens à cette approche de slow tourisme. Et sur le tourisme à vélo, ce qu'on constate, c'est que les itinéraires qui sont partis sur ce schéma-là, aujourd'hui, sont ceux qui sont les plus emblématiques, les plus reconnaissables et les plus fréquentés. Alors, où est-ce que vous en êtes, vous, en Seine-et-Marne, aujourd'hui sur cette question du tourisme à vélo? Vous avez la chance aussi d'être un territoire à la croisée des véloroutes et des itinéraires. Vous avez bien évidemment, alors je suis désolée, j'ai fait la carte, voilà, c'est un peu grossier, mais c'est assez schématique, c'est pour vous essayer de vous montrer, faire ressortir les grands itinéraires qui sont présents chez vous. Donc l'Eurovéloroute numéro 3 qui a le nom de Scandibérique, c'est le tracé que vous voyez en rouge, qui part au nord de votre département et qui après rejoint le sud, et puis qui longe la Seine, qui est très intéressant à cet endroit-là, qui aussi rejoint la Seine à vélo, donc c'est l'itinéraire bleu, qui aujourd'hui est surtout structuré, la Seine à vélo, sur la partie Paris-Normandie, donc au nord, mais qui à terme a vocation en projet à se structurer aussi sur votre territoire, à longer l'Eurovélo 3 et la Scandibérique, et puis à redescendre sur 3 le long de la Seine après.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez, donc là on parle de deux grandes véloroutes un peu emblématiques. Vous avez aussi une véloroute qui pour moi est en devenir. C'est la véloroute numéro 52, Paris-Strasbourg, qui n'a pas encore de nom. On garde le nom administratif aujourd'hui, qui n'est pas encore structuré, qui n'est pas aménagé, mais qui est le long de la Marne et qui surtout rejoint deux grandes capitales. Paris, capitale mondiale, Strasbourg, capitale européenne. Donc déjà, en termes d'axes forts, de messages, de paysages aussi le long de la Marne, il y a certainement des choses à creuser et à imaginer autour de cet itinéraire qui sera en développement. Et puis au sud, la V55 qui vous permet après de faire la liaison sur le Tour de Bourgogne à vélo, qui est aussi un grand itinéraire aujourd'hui très fréquenté. Et puis bien évidemment, ne pas oublier, on parle de slow-tourisme, on parle de nature, d'identité verte. Vous êtes aussi sur un territoire qui a des marqueurs forts sur cette notion de nature, notamment de nature préservée. Bien évidemment, vous avez des forêts, une nature très jolie, très belle, mais vous avez surtout pour moi des marqueurs forts qui sont le parc naturel régional du Gâtinais français, la forêt de Fontainebleau et le PNR de Brie et de Morin qui est en devenir, qui sont des marqueurs rassurants sur le fait qu'on est sur un territoire qui a des caractéristiques de nature préservée qui sont aujourd'hui, qui font l'objet d'une distinction particulière et qui rassurent. Donc voilà, vous avez un double intérêt sur ce slow tourisme, sur le vélo mais pas que, avec des itinéraires qui sont là, des liaisons structurantes en bord de voies d'eau, et puis un territoire qui par essence a cette vocation au slow tourisme avec cette nature qui est présente. Alors, pour revenir au tourisme à vélo, oui, je ne vous ai pas dit, c'est vrai que le thème de mon intervention, c'était les retombées économiques du tourisme à vélo. J'ai fait un propos introductif un peu large sur l'offre de tourisme à vélo en France. Je vais vous parler un petit peu des clientèles avant de passer aux retombées économiques. Ça permet de planter le décor et de savoir de quoi on parle, et c'est vraiment important. Alors, le tourisme à vélo, Christian Antilles disait aussi tout à l'heure, c'est une filière qui est extrêmement dynamique. Aujourd'hui, au niveau de la clientèle française, le vélo, c'est la deuxième activité sportive pratiquée en vacances par les Français. Juste derrière la randonnée pédestre et juste avant le ski et d'autres types d'activités sportives. Donc un vrai potentiel. Et puis on a près de 20% de croissance de fréquentation sur les grands itinéraires nationaux et européens en 4 ans. Donc encore une fois, un vrai potentiel qui est avéré dans les chiffres. Et alors, ce qui est intéressant aussi sur le tourisme à vélo, c'est les itinérants, on y reviendra tout à l'heure. On sait que c'est des clientèles qui se distinguent et qui sont les plus générateurs de revenus. Les itinérants, en moyenne, au niveau national, c'est 6% de fréquentation sur les itinéraires. Alors, c'est pas énorme, vous me direz, mais sur certains itinéraires, on est à plus de 20%. On y reviendra tout à l'heure. Mais voilà, des choses à prendre en compte aussi. Alors, quand on parle de tourisme à vélo, de quoi parle-t-on en termes de clientèle, de touristes? C'est vrai qu'on dit des touristes à vélo, mais finalement, c'est une réalité qui est bien plus complexe et bien plus multiple que ça. On a plusieurs types de pratiques, de clientèle, et donc derrière, c'est des besoins spécifiques différents auxquels il va falloir répondre. Alors, vous avez donc déjà des cyclistes qui peuvent être très sportifs, pour lesquels les notions de dépassement de soi, de kilomètres, de chronomètres, d'efforts vont être très importants. C'est des cyclistes qui sont assez minoritaires, qui sont souvent avec un équipement assez important, souvent dans des clubs, des fédérations, des choses comme ça, avec un encadrement assez particulier, mais ceux-là, ils sont à prendre en compte. C'est une catégorie assez particulière. On a bien évidemment les cyclistes itinérants loisirs. Ça, c'est un peu la partie la plus importante en termes de proportion aujourd'hui quand on parle de touristes à vélo. Donc là, c'est des touristes à vélo qui ne sont pas nécessairement très sportifs dans leur vie quotidienne, qui ne recherchent pas l'effort et le dépassement de soi, mais qui vont quand même passer 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois à vélo. Pour qui le vélo va être le moteur, le déclenchement du séjour. Ces touristes-là vont avoir besoin d'itinéraires bien évidemment structurés, de services de qualité, d'offres, mais aussi ils sont là pour se faire plaisir, ils ne sont pas là pour se faire du mal. Ils veulent se ressourcer et donc ils veulent aussi pouvoir profiter du territoire. Donc avoir toute cette offre de services, de prestations annexes touristiques pour leur permettre de faire autre chose que du vélo et de par exemple passer la matinée à vélo mais de profiter du territoire l'après-midi, c'est très important, c'est aussi générateur de revenus et de recettes.
mais ils ont vraiment une appétence à découvrir le territoire. Après, vous avez les touristes loisirs en séjour, qui eux sont pas non plus venus là pour faire du vélo, mais dès lors qu'on a une offre et une proposition de tourisme à vélo, ça peut susciter l'envie de faire du vélo et pourquoi pas de finalement faire du vélo sur 1 jour ou 2 jours ou peut-être même 3 jours, de partir en toute petite itinérance parce que l'offre s'y prête et qu'on a pu avoir de la location de vélo, des itinéraires de qualité, un itinéraire qui faisait sens, qui donnait envie d'aller un peu plus loin. Et ça, c'est un peu du tourisme d'opportunité, mais qui permet de capitaliser sur le territoire dès lors qu'on est capable de vendre cette prestation et de donner envie de faire un petit peu de vélo. Et puis après, vous avez aussi des touristes excursionnistes, donc principalement des touristes régionaux franciliens pour vous, qui, c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que l'excursionnisme génère peu de recettes, mais dès lors que c'est toujours la même chose, dès lors que vous avez un produit et des services, des choses à proposer autour, Christian Lanté disait, le tourisme est une économie de l'offre, on ne le répétera jamais assez, et pour le tourisme à vélo, c'est encore plus vrai, et pour les excursionnistes, si vous avez une proposition de location de vélo, de food truck, de pause café, goûter, de baignade, de n'importe quoi, tout ce que vous pouvez imaginer autour de ça. Finalement, c'est des recettes aussi qui seront générées. Alors oui, il n'y aura pas une nuit sur place, il n'y aura pas cette recette de la nuitée, mais il y aura des recettes annexes, et c'est aussi des clientèles qui généreront moins de revenus par tête, mais qui seront en volume plus important, donc sur lesquels il faut capitaliser aussi, dès lors qu'on a des propositions de dépenses à proposer sur place. Et puis les habitants, à ne pas oublier aussi, qui sont à la fois vos ambassadeurs sur socio-tourisme. C'est eux qui peuvent aussi vous amener les touristes, mais qui peuvent également, comme les excursionnistes, être consommateurs et être générateurs de ressources et de fréquentation sur vos itinéraires. Un dernier petit point sur les clientèles avant de passer aux recettes et aux retombées économiques. Ce qui est important de savoir en France, c'est que cette offre de tourisme à vélo, elle est reconnue pour sa qualité et elle est plébiscitée aujourd'hui à l'international. On est aujourd'hui sur entre 1/4 et 1/3 des clientèles selon les grands itinéraires qui sont des clientèles internationales qui viennent de l'étranger. C'est des clientèles qui sont les plus génératrices de revenus et parmi ces clientèles internationales, on a 30% de ces internationaux qui viennent faire du vélo en France qui viennent faire de la grande itinérance. Voilà, et c'est ces clientèles-là aussi qui sont les plus emblématiques du tourisme à vélo, qui ne sont pas forcément les plus importantes en termes de volume, mais en termes de retombées économiques, c'est aussi celles qui font la différence. Parmi les marchés prioritaires qu'on trouve dans nos marchés émetteurs sur les territoires, vous avez bien évidemment, c'est assez logique, c'est nos marchés voisins d'Europe du Nord, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, également Royaume-Uni, c'est des pays qui sont férus de vélo, qui pratiquent le vélo depuis des décennies et des décennies, qui aiment beaucoup venir en France faire du vélo pour plein de raisons, qui aiment déjà beaucoup la France de manière générale et qui aiment surtout redécouvrir la France à travers un deuxième ou un troisième séjour avec du vélo. Parce qu'on a des infrastructures de qualité, on a un climat qui est intéressant, un paysage qui est très variable de territoire en territoire, une offre gastronomique, enfin, voilà, ça c'est tous les attributs touristiques de la France qui sont présents. Mais c'est avant tout, ce qui est intéressant pour ces clientèles-là, c'est que c'est avant tout la France qui attire plus que l'infrastructure vélo. Parce qu'ils étaient déjà présents avant même que toutes ces infrastructures soient très structurées. C'est assez récent, les cartes que je vous montrais sur les grands itinéraires, ça fait une dizaine d'années. Ces clientèles-là étaient déjà présentes, on avait déjà des tours opérateurs qui envoyaient des touristes internationaux pratiquer le tourisme à vélo en France avant qu'on ait des itinéraires. Donc on a un terroir qui est propice au vélo, on a une campagne, un paysage qui est propice au vélo, et maintenant on a cet argument supplémentaire qui est cette qualité d'infrastructure qui permet aussi de rassurer des clientèles un peu nouvelles, qui sont un peu plus seniors, un peu plus familles et autres. Et pour finir sur ce point-là des clientèles internationales, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a deux nouveaux entrants depuis quelques années sur les émetteurs de clientèle, c'est l'Italie et l'Espagne. Pendant très longtemps, l'Italie et l'Espagne étaient uniquement des concurrents de la France sur le tourisme à vélo. Concrètement, ils nous volaient nos clientèles parce que meilleur rapport qualité-prix, meilleur climat pour finalement une gastronomie, un terroir et des paysages assez similaires. Mais avec des qualités d'infrastructure vraiment déplorables par rapport à la France, mais finalement, le reste du tourisme supplantait l'intérêt des pays et du vélo pour ces destinations. Ce qu'on constate depuis moins de 10 ans, c'est que les Espagnols et les Italiens se mettent peu à peu eux-mêmes au vélo, avec 30 ans de retard par rapport aux Allemands
aux Belges et aux pays du Nord. Mais en fait, leur pays n'étant pas encore assez structuré sur des grands itinéraires, finalement la France a vraiment une carte à jouer et ils sont férus de venir faire du vélo en France pour leurs vacances parce qu'on a des itinéraires sécurisés de qualité avec des services et surtout sur des grands itinéraires sur plusieurs kilomètres, enfin plusieurs dizaines et centaines de kilomètres, ce qu'ils n'ont pas encore chez eux. Entre un touriste classique loisir, un touriste à vélo séjour et un touriste à vélo en itinérance, on a vraiment une graduation. Et un touriste à vélo consommera plus qu'un touriste classique, et un touriste à vélo en itinérance consommera plus que cela. En 2009, on était à plus de 30% entre un touriste loisir classique, entre guillemets, et un touriste à vélo itinérant. Et clairement, les chiffres réactualisés vont être plus importants que ça, on le sait. Donc vraiment, aujourd'hui, le potentiel sur le tourisme à vélo, il est affirmé, même si on est sur des clientèles qui sont peut-être de niche encore un petit peu aujourd'hui et en volume encore faible, on a quand même des dépenses par tête qui sont plus importantes. Quelques chiffres un petit peu plus récents sans vous assommer de chiffres. On a pu regarder les différentes études qui ont été faites par les grands itinéraires. Donc on a des études qui vont de 2015 à 2019. Et ça, donc on a la Loire à vélo, la Vélo-Odyssée sur le littoral atlantique, la Via Rhôna le long du Rhône, l'Eurovélo 8 sur la Méditerranée, et puis les véloroutes de voie verte de Bretagne. Vous voyez que ce qui vient en tête, c'est la Loire à vélo avec 80 € de recettes par jour et par personne. Alors pas que pour les itinérants, mais de manière générale, pour tous les touristes à vélo, Loire à vélo. C'est un chiffre qui date de 2015, je pense que s'il était réactualisé aujourd'hui, il serait plus élevé. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la Loire à vélo est l'itinéraire qui aujourd'hui a le taux de dépenses par jour par personne le plus haut. C'est aussi l'itinéraire qui a le taux d'itinérance le plus élevé. On est à plus de 20% d'itinérance sur la Loire à vélo, alors que sur les autres itinéraires, on est à bien moins. Mais voilà, pour vous donner quelques idées en tout cas, on peut aller sur certains segments de clientèle. Vous prenez un Américain qui va venir avec un tour opérateur, on est à bien plus de 100 € par jour et par personne en dépenses locales, en recettes touristiques. La donnée aussi qui est communément admise, c'est 1 € investi dans le développement de l'infrastructure des voies cyclables touristiques, je dis bien touristiques, équivaut à minima à 1 € de retombées économiques locales, dès lors qu'on a un niveau de service, d'offres et de produits autour de l'itinéraire. On est bien d'accord que ce n'est pas juste l'infrastructure et l'itinéraire qui va générer autant de recettes que l'investissement. Alors, ces retombées économiques, où est-ce qu'on les retrouve principalement? Alors, sans surprise, l'hébergement, qui est le premier poste de dépense pour les clientèles, la restauration ensuite, et puis le transport. Vous avez vu, pour le clin d'œil, j'ai pas mis d'avion. J'ai mis du train, du bus et de la voiture. Je ne sais pas si c'est très vert, mais en tout cas, sur des clientèles, c'est un petit focus parce que sur des clientèles, notamment des clientèles d'Europe du Nord et nos clientèles proches d'Allemagne, Pays-Bas et autres, c'est surtout des clientèles qui vont venir en train essentiellement ou en voiture, qui prendront peu l'avion. Et ça pose la question, je fais une petite parenthèse, mais ça pose la question de tout l'accès à l'itinéraire. Quand on est un touriste en itinérant, qu'on soit étranger ou français, si on est juste avec son vélo et avec son train, comment est-ce qu'on fait à un moment donné pour relier la gare et l'itinéraire qu'on veut prendre s'il n'y a aucune infrastructure et s'il n'y a que de l'autoroute? Voilà, c'est des vraies questions qui se posent aujourd'hui. C'est la question du dernier kilomètre qui est très importante et la liaison avec les gares est essentielle. Et puis bien évidemment, des autres postes de dépenses qui sont aussi importants et qui dépendent des clientèles, mais on a des dépenses dans la location du cycle, la réparation de vélo. Et puis je vous disais, un touriste à vélo aujourd'hui, c'est pas seulement un touriste qui fait du vélo, c'est un touriste qui veut découvrir et consommer le territoire. Donc on trouve des dépenses importantes selon les profils de clientèle dans la découverte du patrimoine, dans la découverte du terroir. La pratique d'activité est très recherchée autour du vélo, en plus du vélo. Donc notamment, c'est vrai que la baignade n'est pas toujours possible, mais on a beaucoup de grandes véloroutes qui sont en bord de voies d'eau. Vous avez la Seine, vous avez la Marne. Même si la baignade n'est pas possible, ça donne envie. Donc comment est-ce qu'on compense ça? Est-ce que c'est une piscine dans un hébergement intéressant? Voilà. Comment est-ce qu'on peut répondre à cette envie d'activité annexe, notamment en bord de voies d'eau quand ça s'y prête? Et puis bien évidemment, le recours à des tours opérateurs aujourd'hui est important, notamment pour des clientèles internationales, mais pas que, pour des clientèles françaises aussi. C'est intéressant d'avoir des séjours un petit peu packagés, tout compris, notamment quand on est en famille. Et on se rend compte que ce recours aux agences réceptives, aux tours opérateurs, génère aussi pas mal de recettes. Et bien évidemment, toutes les clientèles ne se valent pas, je vous l'ai dit un petit peu
au préalable, on a des retombées économiques qui sont plus importantes chez certaines clientèles que d'autres. Les itinérants, vous l'avez bien compris, les touristes à vélo internationaux. Et puis également, j'ai oublié de parler du vélo à essence électrique, je l'avais noté, mais je n'en ai pas parlé. On est sur une tendance qui est en plein développement sur le vélo à essence électrique aujourd'hui. C'est même plus une tendance, quoi. C'est quelque chose qui est complètement affirmé, qui est recherché. Alors aujourd'hui, les clientèles allemandes et d'Europe du Nord